Verbier, un vendredi soir. La brigade des stupes valaisannes déploie une quinzaine d'hommes pour un contrôle de rue. Une opération de terrain pour marquer la présence policière, mais aussi pour prendre le pouls du trafic et voir ce qui circule vraiment dans la station. Vous avez du spécial sur vous, monsieur? Non, du tout. Ok, vous pouvez laisser les bras tranquilles, comme ça, franchement. C'est discret. Pas de soucis. Vous habitez la station? Ouais, à Verbier. Ok. Vous travaillez par là? Oui. Première personne contrôlée, rien à signaler. Ok. C'est tout bon, tu peux laisser. Le saisonnier est coopératif et n'avait aucun produit sur lui. Mais à peine 5 minutes plus tard, changement de ton, la personne interpellée est nerveuse. Monsieur, calmez-vous, c'est la police. Vous pouvez pas me prendre comme ça, monsieur. Je comprends, c'est la police. Je suis en train de marcher dans la route. Je vais vous lâcher, Non. vous restez tranquille, Oui. ok? Mais vous restez avec nous, Oui. sinon ça va mal se passer. Ok? Je vous Monsieur. lâche. Vous avez une pièce d'identité? Non, pas sur moi. Ok, alors on va contrôler le contenu de vos poches, ok? Ah, mais pourquoi vous faites ça? C'est pour moi et mes copains. Mais on était en train de sortir à faire la fête. C'est quoi, de la coke? J'avais un petit peu de coke, un petit peu de quai parce qu'on allait faire la fête. Oh, les copains, mais pourquoi? Mais moi, je suis un professionnel, je suis un moniteur de ski. C'est interdit, vous comprenez ça? Et je dois me faire détruire la vie par vous pour une connerie comme ça. On va pas vous détruire la vie, monsieur. Non, mais vraiment. Mais bien que vous êtes... Oh, non, mais je comprends. Quelqu'un qui avait environ 8 parachutes de cocaïne sur lui. Voilà, amené au bureau pour faire une fouille complète et puis voir un petit peu de l'état de la situation. C'est beaucoup ce qu'il a? 8 parachutes à moins d'1 gramme, voire 8 grammes. C'est pour vendre en cours de soirée, là. Il y en a pour combien à peu près, vous savez? On va compter exactement combien il y en a, mais c'est une valeur à la vente de 600-800 francs jusqu'à 1000 francs en soirée. Il n'aura fallu que 10 minutes pour tomber sur de la cocaïne et de la kétamine, un soir comme un autre, à Verbier. Verbier, l'une des stations les plus prisées de Suisse et du monde, est réputée pour son domaine skiable exceptionnel et sa vie nocturne animée. Mais en fin d'année dernière, elle a défrayé la chronique pour une toute autre raison, le démantèlement d'un vaste trafic de drogue. Cocaïne, kétamine, ecstasy et cannabis pour un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 million de francs. Après une enquête d'1 an, la police valaisanne a frappé fort en arrêtant 15 personnes, pour la grande majorité des ressortissants français qui se fournissaient dans l'Hexagone et passaient la frontière avec leur matériel. Nous avons pu rencontrer l'un d'eux, incarcéré à la prison de la Croisée dans le canton de Vaud. Nous l'appellerons Guillaume. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. Avant son arrestation, il travaillait dans un restaurant. C'était sa 3e saison à Verbier. Alors l'envers du décor, il le connaît bien. S'il n'y avait pas la cocaïne, à mon avis, Verbier, ça ne tournerait pas pareil. J'ai vu des mecs qui étaient dans des grosses boîtes. Hein. Les mecs, ils arrivent, ils déposent des 200 000 euros sur la table, en bouteille. Voilà, et le mec, s'il n'a pas sa cocaïne, il ne fait pas ça. Hein. Enfin, c'est qu'il pète un plomb. Vous dites que Verbier ne serait pas Verbier sans cette cocaïne? Non, impossible. Impossible. Il y a vraiment les riches qui viennent du monde entier et... moi, j'ai vu des gens à qui je vendais des grains de coke. Attention, ils avaient des montres à 200-300 000 euros, voire plus. C'est des gens qui viennent du monde entier. Ils viennent passer leurs vacances au ski. Et voilà, il y a tout le monde consomme de la coke. Ça a limite plus de coke que de joints. Le mec qui vient faire la fête, il n'a pas sa drogue, bah il va changer d'endroit, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est se la régaler pendant ces 2 semaines qu'il est là. Il veut s'envoyer de tous les sens et après il repart sur. La station phare du domaine des 4 vallées où la drogue circulerait librement, les autorités valaisannes n'avaient pas le choix. Elles devaient agir d'une manière ou d'une autre. Patrick Tissière, chef de la brigade des stupes, a d'abord mobilisé 2 enquêteurs à temps plein pendant 1 an pour remonter la piste du réseau. Soutenu par la brigade d'intervention et les enquêteurs de la police judiciaire,
ils ont fini par déclencher une opération d'envergure mobilisant des dizaines d'hommes. Car à la différence des affaires classiques, celle-ci posait un problème supplémentaire. Ce qu'il faut savoir sur l'affaire de Verbier, c'est que les auteurs n'avaient pas de lien apparent entre eux. C'est ça aussi la grande difficulté. Donc ils travaillaient chacun un peu de leur côté, sans travailler en réseau. Donc c'est plus complexe à tirer la ficelle, si on veut. En fait, il faut en arrêter un, faire des investigations, procéder à des auditions pour avoir d'autres éléments sur le suivant et ainsi de suite. Alors sur l'affaire de Verbier, on a saisi 3 kilos de produits cannabiques, plusieurs centaines de grammes de cocaïne, un peu de kétamine et puis plusieurs centaines de pièces d'ecstasy. Toute cette drogue venait d'où? Elle vient de France. La consommation de cocaïne est en augmentation constante dans toute la Suisse et puis les stations de ski n'échappent pas à ce phénomène. Rien d'étonnant, vu l'évolution des prix sur le marché. On remarque aujourd'hui que les prix d'achat au niveau des trafiquants fluctuent à la baisse. À savoir, par exemple, aujourd'hui, si on se déplace en France, on peut trouver de la cocaïne à moins de 30 € le gramme. Ce qui vient à dire que les consommateurs ici obtiennent cet alcaloïde à un prix qui aussi allait à 100 francs le gramme, parfois moins, mais donc ça veut dire toujours que la marge du bénéfice pour les trafiquants est énorme. 30 € en France, 100 francs en Suisse, pour la même quantité. Oui. Une cocaïne qui peut se vendre jusqu'à 3 fois plus cher en Suisse, de quoi attirer les trafiquants bien au-delà des frontières. Mais ce qui fait vraiment la particularité de Verbier, c'est sa clientèle au pouvoir d'achat élevé, venue du monde entier. Elle constitue une cible idéale pour ce type de commerce. Nous avons passé la fin de journée au Rouge, l'après-ski emblématique de Verbier. Raphaël Igelman en est le patron depuis 18 ans. Ici, les clients dépensent sans compter. Alors l'image d'un Verbier glamour où tous les excès semblent permis ne l'étonne plus vraiment. Verbier défraie la chronique parce que c'est un hub européen, un hub mondial qui attire le monde entier. On draine une population extrêmement variée, souvent fortunée, qui a des habitudes de consommation. Et donc, ils viennent aussi avec leurs habitudes de consommation. Propriétaire d'un établissement où la fête bat son plein chaque fin de journée de décembre à avril, Raphaël Igelman est aux premières loges quand on évoque la question de la drogue. Et quand l'affaire de Verbier est sortie en novembre 2024, elle a semé le doute sur ce qui se passe réellement en coulisses. On dit souvent « any press is good press ». Dans ce cas-là, je me suis dit que là, c'était pas vraiment good press. J'ai eu des coups de fil de Paris, de Londres, quand c'est sorti cette affaire, de connaissances qui me disaient « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc j'ai dédramatisé évidemment, parce qu'en fait, c'est vrai que ça a beaucoup circulé, donc c'est vrai que ça a probablement laissé des traces, et puis pas que des traces positives. Mais ceux qui se sont trouvés en première ligne quand l'affaire a éclaté, c'est l'équipe de l'Office du tourisme de Verbier. Alors Suzette, qu'est-ce qu'elle dit ? Du coup, tu vois, là, tu as un premier gabarit que Béné a dessiné. Et puis, ce sera l'idée de notre mascotte. Après Béné, là, on peut voir aussi qu'elle prépare... Dirigée par Simon Viguette, leur mission est de défendre l'image de la station. Mais quand un tel scandale éclate, difficile d'ajuster le tir. Bien sûr que ce type d'image nous convient pas, parce que en même temps, on cristallise ce type d'image sur Verbier, alors que c'est une problématique qui est mondiale. Je veux dire, de la drogue, on en trouve de partout, dans tout type de milieu, pas uniquement dans le milieu festif. Et puis des zones festives, il n'y a pas que Verbier, il y a plein d'endroits dans le monde qui se positionnent d'un point de vue festif. Mais c'est vrai que, étant une station de renommée internationale, ça fait, entre guillemets, partie du jeu aussi que on ait l'attention des médias. Donc on ne peut pas vouloir avoir l'attention des médias que pour des choses positives. On l'a aussi pour des choses qui le sont moins, telles que celle-ci. Et notre position, c'est de ne pas faire l'autruche. Alors là, on a typiquement le style de Verbier dans cette affiche. On a voulu vraiment marquer ce côté un petit peu décalage, et c'est vrai que ça correspond assez bien à l'état d'esprit Verbier, où on peut un petit peu faire tout ce qu'on veut comme typologie d'activité et comme standing différent dans la même journée.
C'est sûr que la nightlife, le côté festif, rend l'usage de drogue un petit peu plus attractif que dans d'autres domaines d'activité, et que ce soit justement à Verbier, à Ibiza ou dans plein d'autres destinations festives, on sait que malheureusement, l'usage de drogue, comme d'alcool aussi, est un peu plus développé. Ça va malheureusement avec l'aspect festif aussi. Jouer sur l'image glamour, parfois excessive de Verbier, reste un fonds de commerce facile à mettre en avant. Et Simon Viguette l'assume totalement. Ce type d'affiche, est-ce que ça peut pas justement contribuer à ce côté glamour, fête, drogue? C'est pas risqué? Mais c'est comme de dire qu'on peut plus se positionner d'un point de vue sportif parce qu'il y a des accidents. Donc à un moment donné, on doit quand même vivre, on doit quand même avancer. Il y a des problématiques qui vont avec, à nous de savoir les gérer au mieux et les traiter. Le soir venu, Verbier revêt son habit de reine de la fête des Alpes suisses. La station change de rythme. Les pistes laissent place aux bars et aux clubs. C'est là que l'un d'eux, le Monoski Club, a fait son nom pendant 5 ans avant de tirer le rideau fin 2024, juste après l'éclatement de l'affaire. Son ancien patron, Thierry Jacot, connaît les nuits de Verbier comme sa poche et tous les excès qui l'accompagnent. J'ai pu réaliser mon rêve de 20 ans, qui était d'ouvrir mon propre petit nightclub underground, qui était le Monoski Club. Je suis un peu un artiste ou un DJ, je suis dans la musique. Et puis, la spécialité, c'est les nuits que les gens n'oublient jamais. Verbier, c'est plus non plus tellement une station de ski. Déjà dans les années 70, 80, donc il y a plusieurs décennies, c'était devenu une capitale de la fête alpine. Il faut dire que maintenant, même les drogues dures, comme la cocaïne qui était réservée à une élite d'artistes ou de gens riches, c'est fortement démocratisé. Mais il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de gens dans la rue. Donc il semblerait que l'essentiel des transactions de drogue se fasse entre gens qui se connaissent. Et c'est pour ça aussi que les gens n'ont pas forcément peur de se faire attraper. C'est qu'ils vont leurs amis d'enfance, leurs collègues de bureau, de cuisine, d'école de ski, d'hôtel, ou Dieu sait quoi. Des contacts qui se font, des connaissances. Peut-être qu'au cours de fête, ils peuvent rencontrer des touristes. Ils leur sortent éventuellement un petit truc. Ils s'entraident, quoi. Donc je pense que le gros du trafic, entre guillemets, c'est surtout ça. Mais depuis les opérations de police menées en 2024, le climat semble avoir changé. Les dealers sont toujours là, mais ils sont plus prudents, plus discrets. Ceux que nous avons rencontrés ne vendent plus qu'à des proches, et beaucoup ont préféré tout arrêter. C'est le cas de cette jeune femme de 20 ans. Sous couvert d'anonymat, elle a accepté de nous parler d'un business qu'elle ne pratique plus, car en effet, depuis l'affaire de Verbier, elle dit avoir tout stoppé. Et vous avez vendu quoi comme type de drogue? Un peu de cocaïne, kétamine, ecstasy, MDMA. C'est tout ce que j'ai pu trouver. J'ai entendu dire que ça marchait bien. J'ai essayé. Des petits sous, ça arrondissait le fin de mois. Ça fait toujours plaisir, quoi. Mais c'est aussi facile que ça? En vrai, si t'as les contacts, oui. Mais après, faut pas tomber dedans. Faut savoir se limiter, justement, pour pas se faire rattraper, quoi. Vous avez eu peur de vous faire attraper? Ah oui, quand même, oui. Expliquez-moi. Déjà, quand les gens ils viennent me demander, c'est jamais par téléphone. C'est que quand on se voit, c'est tout. Jamais par numéro de téléphone ou quoi que ce soit pour se faire attraper. Donc c'est vraiment que des gens que je connais. C'est eux, ils connaissent des gens, et puis ça reste là, quoi. C'est tout. Et vous regrettez maintenant d'en avoir vendu? Non, pas forcément. Non, ça m'a fait faire des connaissances assez sympathiques. En vrai, c'était marrant, mais sans plus, maintenant. Mais c'est une expérience assez marrante, ouais. Pendant plusieurs mois, la jeune femme s'approvisionnait en France, passait la frontière sans inquiétude, puis revendait dans les bars ou les clubs, sans jamais craindre d'être repérée. Une facilité d'action qui peut surprendre. Quoique pas tant que ça, à en croire le lieutenant Olivier Ray, qui a coordonné les investigations en 2024. L'exemple d'une boîte de nuit où il y a 300 personnes entassées les unes sur les autres qui dansent,
Même si on voudrait y voir quelque chose, on n'y verrait pas grand-chose. Le monde de la nuit, c'est un monde opaque. Pour nous, oui, bien sûr. Le monde de la nuit, ça génère énormément de clients dans un établissement. Il est impossible de surveiller, il est impossible de voir ce qui se passe. Donc, sans de l'apport externe de renseignement, on n'avancera jamais. Et en plus, il ne faut pas se le cacher, le canton du Valais est un canton tout petit. Les 15 inspecteurs des stupéfiants avec lesquels qui se déplacent dans un établissement public ont 9 fois sur 10 eu la chance d'être reconnus. Et puis, on dira qu'il n'y a pas de grand suspense là-dessus. Raphaël Igelman le sait bien. Il ne peut pas tout contrôler. Trop de monde, trop de mouvements. Alors il fait ce qu'il peut pour que son établissement ne devienne pas un point de deal. On a quand même des agents de sécurité qui ont plusieurs tâches. C'est de filtrer l'entrée de l'établissement, ne laisser rentrer que les jeunes adultes au-dessus de 21 ans. Et ensuite, ils ont un autre devoir, une autre tâche, c'est-à-dire de vérifier que les comportements soient adéquats. Donc c'est clair que la consommation de stupéfiants est complètement... c'est pas possible chez nous. Et si par contre un client voulait en consommer enfermé dans les toilettes? Ça, c'est plus problématique, ça c'est sûr, mais bon là, on n'y peut pas grand-chose. On a quand même notre personnel, en début de saison, on les rend attentifs à certains comportements qui pourraient être déplacés, notamment quand on voit que des gens rentrent, si des gens rentraient à deux dans les toilettes, comportement inadéquat, on se permettrait de leur dire que c'est pas adéquat et que ça serait, il faudrait éviter ce genre de choses et que c'est la première et la dernière fois. La méthode du patron du Rouge semble porter ses fruits. Durant notre tournage, aucune trace de drogue, rien de visible en tout cas. Mais en discutant avec des habitués, un autre discours émerge, comme celui de Marine, parisienne de 27 ans qui vient à Verbier depuis toujours. Selon elle, l'essentiel de la consommation ne se fait pas dans les lieux publics. Moi, je vous avoue que j'ai fait quelques soirées. Alors, j'ai l'impression que c'est pas forcément en club, mais c'est plus dans les chalets, dans les endroits un peu privés où il y a une espèce de jeunesse un peu dorée. Et en effet, j'ai vu pas mal de gens autour de moi qui prenaient des substances. Et après, je sais pas si c'est un problème en soi, mais c'est des personnes généralement qui viennent de l'étranger aussi beaucoup. Et je pense que c'est un peu dans l'atmosphère de venir se détendre et voilà. Et puis qu'est-ce qu'ils prennent comme type de drogue? Vous avez pu repérer ce qu'ils prennent? Généralement, oui, de la cocaïne. Mais donc en fait, s'ils en prennent, c'est qu'on en trouve facilement. Peut-être que, pour ma part, je pense que les personnes en ramenaient plutôt, mais j'ai déjà entendu une personne en effet qui en trouvait. J'ai une personne autour de moi que j'avais connue qui avait commandé en effet à Verbier. Comment est-ce qu'elle avait commandé? Vous savez comment elle avait commandé? Par un numéro, parce que c'est une personne qui vient souvent à Verbier, qui a un chalet familial. Et oui, cette personne, je pense qu'elle avait un contact sur Verbier qui vendait de la drogue. Les nouveaux clients, comment il faut pour vous contacter? Comment ils faisaient? Via les réseaux, via les réseaux. Telegram, Signal, Snapchat, Instagram. Il y a tout ça, quoi. Après, Insta, tout ça, c'est un peu cramé, on va dire, mais... Et donc en fait, ils vous écrivent? Voilà. T'as de la coke, t'as du shit, t'as du truc, t'as des extras, t'as du LSD, t'as de la kétamine, t'as... Et ensuite, comment ça se passait? Vous alliez le livrer chez lui ou comment? Ouais, voilà. Ou sinon, j'envoyais mes livreurs. Vous dealiez déjà de la drogue en France? Non. Enfin, ouais, je faisais ça en France. Après, à Verbier, la première année, j'étais pas venu pour ça. Mais quand j'ai vu les loyers qu'on paye dans une station ski en tant que saisonnier, on paye des loyers de fils de pute, parce qu'il faut le dire, tu viens faire ta saison en Suisse, donc moi, je quitte ma famille, donc je change de pays, alors que le Sud, je suis bien dans le Sud, hein. Je change de pays pour aller venir en Suisse, travailler, je paye 1 200 € de loyer, et encore 1 200 €, c'est bien, c'est pas très cher. 1 200 €, il y a quoi? Il y a une chambre, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien du tout, hein. Et voilà, quand on voit qu'à côté de ça, il y a des mecs qui passent avec des montres à 300 000, et que nous, on bosse comme des enculés, et qu'au final, les salaires, c'est pas très... C'est quand même des bons salaires, on va pas se mentir, c'est quand même de bons salaires, mais ça équivaut pas à la vie de station de ski. Parce que les courses, c'est plus cher, le loyer, c'est plus cher, il y a l'assurance, il y a le machin.
faut prendre tout ça en compte et voilà quoi, à la fin du mois, il reste pas grand-chose. Hein. Une situation précaire qui pousserait certains saisonniers à vendre simplement pour arrondir leur fin de mois. Et aucun établissement ne semble totalement à l'abri, pas même la Grange, restaurant emblématique de Verbier, ouvert depuis 40 ans et tenu par la famille Cortet. Une véritable institution connue pour son ambiance chaleureuse et ses plats valaisans. Ici aussi, comme partout dans la station, on emploie des saisonniers. Et même si Thierry Cortet pensait son restaurant à l'écart de tout ça, il a découvert un jour qu'un ancien employé était impliqué dans du trafic de drogue. Moi, je me suis aperçu, on m'a dit plutôt, en fin de saison, que soi-disant, il y en avait un qui faisait un peu de la vente aux portes la nuit, quoi. Donc aux portes de boîtes ou des choses comme ça, en travaillant là, quoi. Mais moi, je pouvais pas le savoir, quoi. Vous pouviez pas le savoir, c'était impossible à déceler. Hein. Non, parce que c'était pas un consommateur, c'était plutôt... moi, je dirais, c'est... Ce qui est arrivé aussi, là, ce qu'on a eu, c'est plutôt le phénomène de se faire de l'argent, quoi. Voilà. Alors, Sofiane, Thierry Cortet dirige son équipe dans une ambiance très familiale et il a toujours tout misé sur la confiance. Alors quand il a appris la vérité sur cet employé, il l'a vécu comme une trahison. On essaye d'avoir les gens les plus clean possible, mais légalement, on ne peut pas leur faire un test de savoir s'ils sont consommateurs ou pas. C'est pas autorisé. Sinon, moi je le ferais, hein, je peux vous dire. On vous engage, on fait un test. Mais on peut pas, légalement, on peut pas faire ça. Alors, on essaye de faire le maximum pour pas avoir des gens comme ça. Ou s'il y a un problème, essayer de plus les garder. Mais c'est pas le but. Non, on va pas rechercher ça. Hein. Moi, je veux une équipe clean, je veux une équipe qui bosse, et surtout pas de tomber dans des choses comme ça. Et lorsqu'en cuisine, on évoque la présence de drogue dans la station, personne ne tombe des nues. Comme Loïc, 23 ans. Ce soir, le jeune homme est en charge des sauces, mais il sait qu'à la fin de son service, à Verbier, la tentation de consommer est grande. Si on commence à traîner la nuit, forcément là, ça devient un peu plus récurrent, quoi. Mais d'un point de vue personnel, non. Personnellement, je suis là, je travaille, je rentre, je garde mes sous. Vous sortez pas quand vous êtes ici, vous? Vous sortez pas? Des fois, occasionnellement. Mais ça dépend pourquoi on est là. Ça dépend pourquoi on est là. Quand on veut garder de l'argent, le mieux, c'est pas de sortir. Hein, donc, Un crosti grillé et une frite en plus. Sans les saisonniers, la station ne tournerait pas. Chaque hiver, ils sont des centaines à faire vivre restaurants, bars, hôtels et activités en tout genre. Un statut exigeant, dans un cadre de rêve où les loyers sont devenus inaccessibles pour la plupart. Cette précarité les rend plus vulnérables. Et même si la toute grande majorité ne vend pas de drogue, beaucoup en consomment. Un phénomène bien connu d'addiction Valais qui accompagne les usagers dans toute la région. Depuis 2020, Thomas Urban a vu la fréquentation de ces centres augmenter de 20%, toute addiction confondue, avec une montée nette des cas liés à la cocaïne et stimulants en tout genre. Il y a des contextes professionnels où on sait que la consommation est extrêmement présente. Il y a une forme de banalisation aussi. Le contexte saisonnier en fait clairement partie. Ce sont souvent des gens qui ont des horaires complètement irréguliers. Ce sont des gens souvent qui travaillent la nuit. Ce sont des gens qui ont une productivité maximale qui est attendue d'eux, le temps qu'ils soient présents. Et ce sont des gens qui ont une précarité dans leurs conditions de vie, leurs conditions de logement souvent. Enfin, ce sont aussi des gens qui ont peu de relations interpersonnelles, ou les relations interpersonnelles, les relations sociales qu'ils tissent, ce sont souvent avec d'autres collègues ou d'autres personnes. Alors, je ne suis pas en train de stigmatiser puis de dire que l'ensemble des saisonniers sont dans ce type de comportement, pas du tout. En revanche, il y a tout un tas de critères qui font qu'ils sont dans des conditions de vie qui ne sont pas simples. Et de me dire, moi, à titre personnel, je suis peu étonné de ces questions-là, parce qu'on sait qu'il y a des milieux, il y a des contextes professionnels où la question des psychotropes, elle est intégrée et elle fait partie du processus. Guillaume lui aussi consommait de la drogue, mais avec modération. Car le jeune homme avait d'autres ambitions, pas question donc de trop taper dans sa propre marchandise. Moi, ma drogue, je la mets d'un point A à un point B, je la confectionne, je trouve mes clients et je les envoie. C'est comme quelqu'un qui fait du commercial. C'est un business comme un autre. C'est sûr qu'il est très lucratif. Donc Verbier, c'est une forme un peu d'Eldorado où on a envie de faire de l'argent?
Après, pas forcément que Verbier. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu toute la Suisse. Hein. Il y a de l'argent, il y a de la cocaïne, donc voilà, les deux font bien l'affaire, quoi. Ça permettait en tout cas de mettre du beurre dans les épinards. Voilà. Plus que du beurre. Ouais, plus que du beurre. Très très bien mangé. Très bien mangé. Guillaume a bien mangé, comme il dit. Pendant des mois, il a écoulé ses stocks sans trop se poser de questions. Et pourtant, derrière chaque gramme vendu, il y a parfois une vie qui s'effondre. C'est le cas du fils de cet homme, que nous appellerons Philippe, et qui a accepté de nous rencontrer dans un lieu neutre. Il témoigne anonymement pour protéger sa famille. Installé à Verbier depuis toujours, ce père a vu son enfant sombrer peu à peu dans la drogue. Son histoire, dit-il, peut arriver à n'importe qui. Pour nous, il revient sur ce jour où tout a basculé. La première fois qu'il a compris que son fils se droguait, c'était en 2012. Je me suis aperçu en allant skier. Je suis revenu au chalet pour venir le trouver. Et quand j'ai vu l'équipe qu'il y avait sur la terrasse avec ce qu'il y avait sur la table, ça m'a vraiment déçu. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait malheureusement de la coke. Sur la table, il y avait de la cocaïne? Ouais. Je suis parti, ils étaient 8-10. J'étais vraiment déçu. Je suis reparti à ski, mais voilà. J'ai pas revu pendant 3 ou 4 jours. Et j'ai essayé de lui en parler. Mais ça a continué, malheureusement. Son fils contracte des dettes auprès de dealers de moins en moins patients. Et à chaque fois, c'est sur son père que tout retombe. Ça m'a coûté 45 000 francs de conneries. Voilà. Pourquoi? 4 000 francs un jour, il vient. Papa, je dois 4 000 francs à quelqu'un. Il a été aussi menacé de mort. Alors j'ai été à la banque. J'ai sorti les 4 000 francs. Je lui ai donné les 4 000 francs, mais il m'a interdit de le suivre. C'est triste à dire, mais on se sent un peu démuni. À ce moment-là, on ne sait pas trop quoi faire et comment réagir. Voilà. Comme beaucoup, son fils est entré dans l'enfer de la drogue presque par hasard, de façon festive, lors d'une soirée entre amis. Et très vite, le processus de l'addiction s'est mis en place. On ne rentre pas dans l'addiction du jour au lendemain, il y a des étapes. Les gens vont essayer des substances. Certains ils vont avoir des affinités avec ces substances, d'autres ils vont pas en avoir. Et puis, dans un deuxième temps, la plupart des substances vont être consommées de manière récréative, dans un certain contexte, etc. Et puis, quand ça va devenir problématique, c'est quand on va passer dans la phase de l'abus. La cocaïne, typiquement, il y a toute une frange de la population qui permet qui en prend juste pour tenir le coup. Et c'est ça la réflexion qu'on doit mener. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait que finalement, dans notre société, juste pour pouvoir assumer son quotidien, on a besoin de prendre des psychotropes. C'est ce rapport-là qu'on doit les questionner. Chef adjoint en médecine de laboratoire et toxicologie à l'hôpital de Sion, Nicolas Donzé croise la route de consommateurs de drogue depuis des années. Un poste d'observation privilégié. Pour moi, là, l'histoire de Verbier, c'est un peu le symptôme d'une société malade. C'est ça. Je veux dire, pour vivre, pour faire la fête, il faut que je me pète. Ça veut dire que pour faire la fête, je n'ai pas les capacités intérieures d'avoir assez d'énergie pour m'exploser. Alors je prends des molécules comme ça, elles portent toutes mes souffrances, elles me libèrent de tout. Puis moi, après, comme ça, waouh, je suis super bien. Oui, mais c'est juste illusion. Hein. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où on est à un degré d'efficacité qui doit être maximal. Donc ça veut dire que si je fais la fête, je dois être super efficace. Si je travaille, je dois être super efficace. Donc les drogues qui répondent à cette attente de la société super ultra efficace, ça s'appelle les stimulants. Et dans les stimulants, il y a de la cocaïne. Donc ça veut dire que quelqu'un qui bosse et qui vient en vacances, s'il veut être en forme, parce qu'il est crevé, il faut qu'il prenne quelque chose. Donc on est en permanence... Au fond, c'est une société du dopage. Pour lutter contre la drogue et ses méfaits, la Confédération s'appuie déjà depuis des années sur sa politique des 4 piliers. Prévention, thérapie, réduction des risques et répression. Mais aujourd'hui, face à l'afflux massif de substances, la police cantonale valaisanne a fait le choix de miser fort sur le pilier qui la concerne, celui de la répression. Comme ici à Saint-Maurice, la brigade des stupes est sur le point d'interpeller un homme soupçonné de trafic.
nous a transmis des informations. Le procureur a décerné un mandat d'arrêt de perquisition contre la cible. Donc notre intention, aujourd'hui, procéder à l'arrestation de la cible et puis interroger la cible, puis l'écrouer à la prison. Des questions? Ok. Bonne chance à tous et force à la loi. Le commandant de la police valaisanne est l'architecte de ce nouvel esprit offensif, voulant agir avant que le canton ne devienne un terrain de jeu pour trafiquants. Le domaine des stupéfiants, c'est un phénomène qui est mondial à l'heure actuelle. Du fait, justement, que le continent nord-américain a passé aux drogues de synthèse, toutes ces mafias qui gèrent donc tout le domaine du hashish, tout le domaine de la cocaïne, se sont retrouvées avec des tonnes de stupéfiants sur les bras. La décision qu'elles ont prise, c'est d'inonder le continent européen avec ces substances, de casser les prix, et c'est ce qui fait que toute l'Europe est touchée massivement. Donc la Suisse n'y échappe pas, le Valais par voie de conséquence non plus. On a plusieurs affaires qui importantes qu'on vient de sortir justement, avec des quantités très importantes de hashish, de cocaïne. C'est le fait d'une décision qu'on a prise il y a quelques mois en arrière, où on a dit on va organiser de grandes opérations sur l'ensemble du territoire cantonal, taper très fort sur le terrain pour éviter que ce phénomène nouveau ne s'installe. Non. La cible est un dealer que les stupes surveillent depuis 3 mois. Et aujourd'hui, il est en mouvement. Nous, on va se mettre en convoi. Tu prends une position favorable, on roule. Les enquêteurs le suivent à distance car s'ils se font repérer, tout peut s'effondrer. Il a tourné 2-3 fois en rond, on ne sait pas trop où il va. Le suspect enchaîne les tours dans le quartier, manœuvre classique chez les trafiquants pour vérifier s'ils sont suivis. Quand soudain, une brèche s'ouvre. Feu vert, intervention. Ok, tu te rapproches de là où il est. Nous, on arrive dans L'homme s'arrête dans une station-service. C'est le moment d'intervenir. Le suspect est aussitôt placé dans une voiture banalisée et conduit au poste sans résistance. Ton avocat qui est là. Bonjour, je te laisse venir. Voilà, tu pourrais t'entretenir avec lui dans la pièce juste à côté. C'est tout droit, à droite. Soupçonné d'avoir vendu pour 40 000 francs de cocaïne, le suspect reçoit l'aide d'un avocat commis d'office pour faire face à sa première audition. T'as acheté combien cette cocaïne? Elle te la faisait à combien? 75 de jeu. 75 le gramme? Tu vendais à quoi? 100? Ouais. Tu l'as acheté en tout cas pour rien pour un client là. Bon, c'est un gros client. Mais c'était mon seul client. Bah oui, mais c'était un gros client. C'est ton seul client, mais il était. Pas d'autre, personne. Non, je n'avais pas d'autre, pas spécialement. Nous, on l'a auditionné, hein, ça, je te dis déjà. Puis on a aussi fait ses retraits bancaires. On a retiré du cash pour venir t'acheter de la cocaïne, mais quasi 2 ou 3 fois par mois, puis des 5, 6, 7, 8 000 francs par mois. Ouais, il prenait pas mal, ouais. Ouais, il prenait pas mal, mais il prenait tout chez toi. Ouais. Et lui, il dit qu'il a investi entre 35 et 40 000 francs dans la cocaïne, chez toi. C'est possible, hein? Bah, ce qui fait environ 400 grammes. Quoi? Bah oui. 470 grammes? Tu lui faisais à 100 francs le gramme. Bah oui, ça va vite. Mais je me rendais pas compte de ça. Alors, c'est possible. Ça, on est tout à fait d'accord avec toi. Au bout d'un moment, on s'en rend plus compte. C'est clair. Je pense que tu t'es pas rendu compte de ce que tu faisais. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, le prévenu est toujours en détention car son enquête se poursuit pour identifier ceux qui le fournissaient en cocaïne. Guillaume, lui, a écopé d'une peine de 3 ans, dont 18 mois ferme. Mais ce n'est pas ce qui le dérange le plus. J'ai pris 8 ans d'expulsion. Pendant 8 ans, je ne peux plus mettre à pied sur le territoire. Ça, moi, à la limite, c'est plus gros que ma peine de prison. Parce que d'être viré de la Suisse, à la limite, c'est un truc qui me dérange plus que la prison, en fait. J'aurais préféré prendre un peu plus de prison et limite rester en Suisse. Moi, je peux pas dire ça, C'est quand même bien la liberté. Mais voilà, la Suisse, c'était mon pays. C'était un bon pays. Voilà, bon, là, je sais que c'est mort, là. Bon, au moins 8 ans, quoi. Et voilà, c'est pas, je sais pas quel âge je vais revenir ici. Voilà, quoi. Guillaume sortira de prison au mois de septembre et devra aussitôt rentrer en France. Mais malgré son interdiction de territoire de 8 ans, sa peine, comme celle des autres condamnés dans l'affaire de Verbier, ne satisfait pas le ministère public du canton du Valais.
On est confronté à des gens pour qui une peine privative de liberté de 3 ans n'est pas suffisante. Ce sur quoi, en tant que procureur, on peut jouer, c'est l'expulsion. Assez fréquemment, l'expulsion fait plus mal que la peine privative de liberté. En tant qu'avocate, j'ai toujours fait le nécessaire pour que mon client soit condamné à une peine qui est juste, avec laquelle il peut vivre, mais aussi une peine qui lui permette de comprendre qu'il ne doit pas réitérer. Si la peine n'est pas suffisamment dissuasive, il va recommencer. Première femme procureure générale en Valais, Béatrice Pillou a gardé de son passé d'avocate une solide expertise des affaires de drogue. Une expérience qui nourrit aujourd'hui un constat plutôt pessimiste. Mais on ne pourra jamais éradiquer le problème. Mettons un flic derrière chacun. Même ça ne suffira pas à éradiquer le problème. Mais par contre, je ne veux pas qu'il y ait une zone de non-droit en Valais ou une scène ouverte liée aux drogues. Et pourtant, en février, 4 mois après avoir communiqué sur l'affaire de Verbier, les autorités valaisannes se retrouvent face à une autre affaire de drogue. Mais cette fois, rien à voir avec le luxe des stations. Direction Sierre, dans une cité populaire. Ici, les clients ne sont pas des touristes fortunés, mais des habitants du quartier. Quant aux dealers, ce ne sont pas des saisonniers, mais les membres d'un gang violent dont un tiers serait mineur. Une affaire inédite en Valais. Chef de la police judiciaire, Pierre-Antoine Lengen en est conscient, la donne a changé. Contrairement à ce qu'on avait à Verbier, où on avait des vendeurs assez discrets, indépendants, qui avaient leur clientèle, appelaient, fournissaient, partaient, encaissaient, de manière assez discrète, et puis sans générer, on va dire, de désagrément pour le citoyen lambda. À Sierre, là, on a une organisation avec des chefs, avec des fournisseurs, avec des nourrices, des personnes qui doivent stocker, donner au fur et à mesure les stupéfiants pour les distribuer, et puis des règlements de compte, des violences en disant je t'ai vendu pour 20 000, à ce jour tu m'as donné que 10 000, il manque 10 000, si j'ai pas ça dans tel délai. Et puis des gens étaient même payés pour passer à tabac, pour mener des opérations de tabassage. Et puis là, on parle de quelque chose chez nous, dans le Valais central. Là, on ne parle pas ni de Rotterdam, ni de Marseille. Un canton du Valais dans lequel les narcotrafiquants feraient la loi est-il envisageable ? Pour l'instant, non. Car il manque un élément clé, la taille. Le Valais n'a ni la densité ni la population suffisante pour permettre à ces réseaux de s'imposer, comme dans certaines grandes villes européennes. C'est clair que pour véritablement que ça prenne de l'ampleur, il faudrait ensuite générer beaucoup plus de revenus. Pour l'instant, la masse de population, la masse critique, elle n'est pas là pour pouvoir développer un marché qui est véritablement gigantesque. On n'a pas ces immenses cités dans lesquelles vous avez plusieurs milliers de personnes qui vivent presque exclues du système, on va dire, social ou étatique, qui vivent un petit peu en circuit fermé et puis qui permettent tous les trafics. En Valais, ça n'existe pas. Donc c'est plus difficile de véritablement implanter quelque chose de fixe parce que ça se remarquerait très vite. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu à Sierre. À un moment donné, dès que ça prend un petit peu trop de proportions, c'est tellement petit que tout le monde commence à en parler, c'est visible, et puis ça se termine assez rapidement. Mais par contre, on est attentif et on a certaines inquiétudes. Des inquiétudes nourries par une violence de plus en plus présente. Comme dans cet enregistrement téléphonique que la police valaisanne nous a mis à disposition. Dis-moi, t'as plus de nouvelles de l'autre fils de pute? Non, c'est un culé, il m'a bloqué. Écoute, moi là, je l'ai eu au téléphone, juste après que tu l'aies eu toi, tu sais. Ouais. J'ai dit, t'as dit quoi, mon pote? Il m'a dit, ouais, j'ai dit que je vous paierai pas, je vous dois rien. J'ai dit, pardon? J'ai dit, écoute, tu sais ce que tu dois. Jusqu'à maintenant, je voulais récupérer mon argent. Ça fait 1 année. Donc, je suis plus à ça près. En dehors, je vais récupérer mon argent. Maintenant, ce que je veux, c'est ta gueule, je lui ai dit. Je lui ai dit, maintenant, ce que je veux, c'est ta gueule. La seule information que nous sommes autorisés à divulguer est qu'il s'agit d'une conversation entre 2 dealers au sujet d'un de leurs clients. Mais la tournure de l'échange ne laisse aucun doute. Il planifie un règlement de compte. On le séquestre et je vais lui mettre la misère. Je vais lui casser les jambes, je vais lui mettre la misère. Et tant que j'ai pas le cash, il restera séquestré, frère. Il va appeler ses fils de pute de copains, même s'il doit me payer en shit, je m'en bats les couilles. Ça vous inquiète pour l'avenir? C'est très inquiétant pour nous,
C'est là-dessus qu'on se bat aussi. On ne veut pas laisser cette place à ces trafiquants chez nous. C'est pour ça qu'on a investi énormément de moyens dans les enquêtes traditionnelles et dans les enquêtes de stupéfiants, avec l'appui de nos collègues de la gendarmerie, de la section d'action rapide. On veut maintenir le terrain, on ne veut pas laisser ces gens s'implanter, et on veut surtout vraiment pouvoir les dénoncer, les arrêter, avant qu'ils puissent mettre en place des réseaux structurés aussi forts que ce qu'on connaît à Lyon, à Marseille, et j'en passe. Une violence qui ne se limite plus aux grandes villes. Elle s'infiltre aussi dans les stations touristiques et huppées, comme Verbier. Philippe en a fait les frais. Il a reçu des menaces de mort, toutes venant des dealers de son fils. La raison, il avait simplement voulu le protéger. J'ai reçu par signe 3 menaces de mort. Donc, soit un signe comme ça pour un coup de couteau, ou bien 2 fois avec le pistolet. De la part de qui? De gens que je visais pour essayer de protéger mais c'était des fournisseurs ou des copains de voilà. Qui venaient vendre à Verbier? Ouais. Ah, mais qui travaillent ici aussi, hein, qui travaillaient sur Verbier. Des dealers consommateurs qui vous ont fait des menaces de mort? Ah oui. Mais quand on entend ça, on a l'impression d'être dans une grande ville. Oui. Mais ici, Verbier, c'est quand même une grande ville. Le week-end, on a... il y a 18 000, 20 000 skieurs et puis il y a 30 000 personnes ici à Verbier. Voilà. Verbier, c'est une station de sport d'hiver, mais c'est aussi une station d'amusement, à la limite de liberté, que ce soit jour et nuit. Et puis dans les nuits, voilà, on boit un verre, on rencontre des gens, beaucoup de gens, et puis voilà. Il y a une facilité de consommation et d'acquisition. Depuis, Philippe a le sentiment que son fils va un peu mieux. Mais il n'est pas dupe. Il sait que l'addiction ne disparaît pas comme ça. En ce moment, on juge qu'il a baissé la consommation, oui. Mais je pense qu'il est en consommant encore. Pourquoi vous pensez ça? Ses réactions, voilà, ses états d'âme à certaines périodes et certains moments. Et lui-même nous l'a dit, qu'il n'arriverait pas à stopper entièrement la consommation. Vous avez des contacts maintenant avec votre fils? Je voulais le voir, et puis je suis passé où il travaille. Et puis il m'a dit, ouais, papa, je veux le voir. J'ai dit, oui, il passe à la maison. Mais il n'est pas passé. Il continue à avoir cette espèce de comportement... Voilà. Erratique. Moi, je pense qu'il va passer le jour où il aura besoin un peu d'argent. C'est ça, c'est triste à penser ça, mais c'est exactement ça.